Ce que je pourrais Ça y faire, est, c'est sinon, bon. c'est, voilà, normalement, c'est enregistré. Ce que je pourrais faire, sinon, c'est le refaire toute seule et l'enregistrer. Mais enfin, c'est bien d'avoir vos commentaires et vos questions. Donc, euh, donc voilà. Donc ce qui donne la couleur verte à ces espèces tropicales de limaces de mer, ce sont justement les chloroplastes. Et c'est les observations depuis quelques années de cette capacité d'animaux à récupérer des organismes, des végétaux, des organiques des végétaux pour pouvoir les utiliser pour eux-mêmes, qui a fait que beaucoup de questions ont commencé à être posées par les chercheurs. Ben, finalement, qu'est-ce que c'est un végétal? Qu'est-ce que c'est un animal? Et ce que je vous disais, en fait, c'est que les animaux qui stockent les chloroplastes, ils sont capables de vivre plusieurs mois euh, sans rien manger, sans se nourrir, sans apport externe de matière organique. En fait, ils sont capables de vivre plusieurs mois en utilisant simplement le glucose produit par la photosynthèse. Et d'ailleurs, voilà, les espèces tropicales, les études qu'ils ont fait en laboratoire ont montré, enfin, qu'ils ont survécu jusqu'à 10 mois, ce qui est énorme. Et par contre, les descendants de ces animaux, en fait, ne conservent pas cette caractéristique. Donc, ça n'est pas transmissible. Alors, ce sera peut-être un stade de l'évolution dans, je sais pas, quelques siècles, quelques millénaires ou millions d'années, le fait que il y aura peut-être une transmission de ceci. Bon, il faudrait que au niveau de l'ADN, il y ait des modifications. On ne sait pas si ça se fera un jour ou pas, mais voilà, donc ça reste quand même des animaux qui, euh, qui donc sont pas en symbiose avec les algues, contrairement aux photos juste d'avant. Donc on va revenir en arrière. Alors attendez, comment je fais pour repartir en arrière? Voilà, c'est là. Voilà, pour revenir ici au coraux, où là vous avez vraiment une symbiose. Donc ce sont des végétaux unicellulaires qui vivent à l'intérieur d'animaux. Donc c'est le cas là aussi avec ces méduses. Là aussi, c'est aussi un cnidaire, un autre type de méduse. Vous voyez les tentacules. Donc là, la tête, en fait, est en bas. Et, enfin, elles sont retournées. Et vous avez les tentacules vers le haut. Là, pour ceux qui sont allés en mer Rouge, dans l'océan Indien ou le Pacifique, bah, vous allez reconnaître l'un des siphons du bénitier. Donc là aussi, Ah ils oui. vivent dans les tissus. Et vous avez là aussi différentes espèces de zooxanthelles. En fait, là, un bénitier qui est plutôt dans les kakis, là, il est plutôt dans les bleus. Et vous avez toute une diversité de couleurs en fonction des espèces d'algues associées avec le mollusque. Dans le cas des petites limaces que je vous montrais, en fait, il n'y a pas une association, il n'y a pas une symbiose algue-animale. Ce sont simplement des éléments, et c'est même pas des cellules, en fait qui sont stockés par les limaces. Ce sont des éléments de la cellule, donc les chloroplastes qui sont prélevés. Alors, comment ça faudra aller creuser un peu plus profond, mais qui sont prélevés dans les cellules et stockés dans l'animal, dans les tissus de l'animal. Et puis là, je voulais vous montrer aussi d'autres associations un petit peu particulières. Donc ça, c'est un animal unicellulaire, euh, donc un animal marin, donc qui est pas très grand, donc ça aussi on le verra pas. S'il fait que, vous voyez, de diamètre, en fait, il fait que 50 microns, donc c'est minuscule. Vous voyez qu'il a ces espèces d'extensions de filaments qui lui servent pour se déplacer et puis capturer ses aliments. Et il peut vivre aussi que si il a une symbiose avec aussi des... Alors là, c'est des chlorelles, pardon, c'est une autre espèce d'algues unicellulaires qui vit en symbiose. Et vous voyez, en fait, les chlorelles, ce sont tous ces petits ronds verts. Et donc des pigments verts pour faire la photosynthèse. Et puis là, c'est un autre exemple encore. En haut, donc des radiolaires.
qui vivent, qui ont une association symbiotique avec. Alors, ça peut être soit avec des, des xanthelles, mais ça peut être aussi avec des cyanobactéries. Donc, les deux sont possibles. Et là aussi, c'est une question que se posent certains chercheurs du muséum vis-à-vis des coraux. Euh, on parle que des xanthelles, mais la question se pose s'il n'y aurait pas une association possible aussi avec certaines cyanobactéries. Donc voilà, ils sont en train d'étudier ça à l'heure actuelle. Puis là, je voulais juste vous dire un mot très rapide pour ceux d'entre vous qui plongent en Méditerranée. Si vous ne l'avez pas fait encore, la prochaine fois que vous irez en Hexagone, en Europe, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le faire parce que c'est magnifique. Ça va être des biotopes très différents de la Caraïbe. Et ce que vous trouverez en Méditerranée, c'est ce qu'on appelle le coralligène. Alors, on l'appelle coralligène parce que ça ressemble beaucoup au récif corallien, sauf que bah, ça n'a rien à voir. En fait, récif corallien, ce sont les coraux qui le construisent. Le coralligène, en fait, c'est une construction principalement végétale. Donc, vous avez des différents types d'algues calcaires qui vont fixer le carbonate de calcium et former ces concrétions. Alors évidemment, si vous avez aussi une participation animale à ces constructions, donc bon là je vous ai mis quelques mots, madrépores, bryozoaires, donc c'est des groupes que vous allez voir dans les semaines qui viennent avec, c'est Christophe qui va vous parler des bryozoaires. Il y a aussi quelques espèces de coraux qui contribuent, mais principalement le coralligène, en fait, c'est une construction végétale. Et ce qui va l'attaquer, ben, vous aurez les cliones, on en parlera la semaine prochaine, ça fait partie certaines éponges qui vont utiliser le calcaire de ces constructions pour fabriquer certains éléments de leur corps. Et puis vous avez aussi des vers qui vont utiliser le calcaire pour fabriquer leurs tubes. Et le coralligène, pourquoi je vous en parle, c'est extrêmement important pour la biodiversité en Méditerranée, parce que vous avez de par sa construction par des algues calcaires, vous avez énormément d'anfractuosité. Il y a plein de petits trous de différentes tailles et du coup, ça fournit un habitat pour plein d'espèces, que ce soit de la faune fixée ou de la faune mobile. En fait, quand vous avez du coralligène, vous pouvez passer 2 heures sur 1 mètre carré sans vous ennuyer, tellement c'est riche. Donc ça rappelle un petit peu en fait tout ce qui est récif corallien en termes d'habitat. Et là, je vous montre juste quelques exemples d'algues calcaires. Et donc, là aussi, quelque part, il y a une petite similitude avec les cyanobactéries, mais c'est pas du tout la même échelle, hein. Parce que là, ce que vous voyez, par exemple, le lithophyllum, là, ça fait quelques centimètres de dimension. Et donc la partie vivante des algues est ce que vous voyez là, mais ce qui est en dessous, bah, finalement, c'est tout ce qui est mort et va faire. Donc ce sont des algues calcifiées. Et à mesure qu'elles meurent, en fait, ça contribue à former cette espèce de formation calcaire. Et la partie vivante des algues est sur la partie externe. Donc oui, quelque part, on pourrait dire qu'il y a un petit peu une similitude avec le mode de fonctionnement de ce qu'on a vu tout à l'heure avec les cyanobactéries en Australie. Et voilà des exemples. Donc là, ce que vous avez sur la gauche, en fait, c'est des trottoirs de coralligène. Donc là, bien évidemment, comme c'est en surface, bah, c'est mort. En fait, les algues sont mortes, mais vous avez la même chose en profondeur. Et donc, un autre nom, en fait, on parle de algues à trottoir. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes allés en Corse, si vous avez vu ça, si vous en avez entendu parler. Et puis juste un mot rapide, les lichens, où là aussi, à l'heure actuelle, on ne sait pas très bien où les classer, comment faire. Et la grande question du moment, est-ce que ce ne serait pas une association algues-champignons? Et donc, un champignon, bah, finalement, qui tirait son alimentation du glucose produit par l'algue et, et lui fournirait un support à l'algue et puis lui apporterait par ses déchets de quoi fabriquer ses coenzymes. Voilà, c'est une des questions. Et là aussi, alors les lichens, vous allez les trouver
bah, plutôt au niveau de l'estran, en fait, là où la mer se découvre. Donc, vous en trouverez un petit peu. Mais bon, on est moins concerné en Martinique qu'en Europe. Et un petit mot rapide maintenant sur ce qu'on appelle les... Donc, on a vu les algues, les rhodophytes, phaeocytes, chlorophytes. Donc, retenez, c'est juste la différence de pigments qui fait que vous allez avoir des catégories d'algues différentes. Et puis, vous avez les manuliophytes. Alors, là aussi, si vous cherchez dans les bouquins, moi, je vous ai pris manuliophytes parce que c'est le dernier thème qui est utilisé euh, par tout le monde, par les chercheurs et puis dans les formations. Mais vous trouverez d'autres mots que celui-ci. Le plus simple, bah, retenez simplement plante marine. Et donc, à la différence des algues, en fait, vous avez une structure différenciée. On va pas parler de thalles cette fois, mais on va vraiment parler de feuilles comme les végétaux terrestres. Vous aurez ce qu'on appelle un rhizome qui va servir en fait bah, un peu de lien entre vos différentes feuilles. Donc, si vous vouliez faire la comparaison, bah, ça va être les branches de votre arbre, en quelque sorte, le tronc et les branches qui va relier les feuilles. Et puis, vous allez avoir des racines. Et la production est quand même assez importante parce que si vous avez 1 mètre carré, alors dans les plantes, bah, ça va être quoi? En Méditerranée, ça va être ce qui va faire l'herbier, ce qu'on appelle l'herbe à tortue ou l'herbe à lamentin. Et en fait, en Martinique, vous avez 7 types de plantes marines différentes. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pourrais vous donner les liens, mais si vous voulez en savoir plus, allez voir sur le site du Parc naturel marin de Martinique et puis sur le site de l'Office de l'eau aussi. Vous avez beaucoup d'informations. Et nous, ce qu'on va surtout voir, c'est les herbiers à tortue. Et enfin, il y a deux types de plantes qui sont vraiment spécifiques à la Martinique. En Méditerranée, vous avez la posidonie, vous avez les austères. Et 1 mètre carré de ces plantes produit à peu près 10 grammes par jour de matière organique et 14 litres par jour d'oxygène. Donc, 1 mètre carré, sachant que vous n'avez pas une densité qui est quand même très, très dense. Donc, c'est quand même assez important comme production. Euh, Leur reproduction, bah, c'est sexué. Donc, vous avez des graines avec en général une floraison au printemps. Alors, floraison au printemps, dans les climats tempérés, donc Bretagne, Méditerranée. Pour ce qui est de la Martinique, il faudrait regarder. Je ne sais pas s'il y a un lien avec la saison sèche, la saison humide, la température, la durée du jour, probablement. Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps d'aller chercher. Il faudra regarder. Et puis aussi un mode de reproduction asexué toute l'année, simplement par bouturage. Donc, notamment au niveau du rhizome, vous allez avoir apparition en fait d'un bourgeon qui va se développer et donner naissance à des feuilles. Et là, je vous ai mis voilà un exemple d'herbier à Posidonie en Méditerranée. Et pour vous montrer ici un gros plan sur les Posidonies, vous voyez, ça forme un petit peu comme des écailles. Donc, vous avez les feuilles ici. Et attends, j'ai appuyé sur une touche où il fallait pas. Vous voyez ici, on a l'impression que ça fait comme des écailles superposées. La durée de vie, en fait, d'une écaille, c'est à peu près 12 à 18 mois, 1 an à 1 an et demi. Donc, un pied comme ceci, alors la taille, je vous ai pas mis l'échelle, mais... Ah, désolée, faut pas que je touche à mon trackpad. Voilà, quand vous regardez la taille, ça fait, je dirais, allez, maximum une cinquantaine de centimètres. 50 centimètres, c'est un pied qui a 10 ans d'existence. Et là, ça nous amène à voir en fait que il faut beaucoup de temps pour que ça pousse. C'est un milieu qui est fragile, qui est très vite endommagé par toutes les encres des bateaux. Et à partir du moment où c'est arraché, alors ce que je vous dis là pour les posidonies, c'est vrai aussi pour les austères ou les les herbiers martiniquais. En fait, il faut des années pour que ça se reconstitue, une fois que c'est endommagé. Et je vous ai juste mis ça
parce qu'en Méditerranée, en fait, il y a eu plusieurs tentatives pour essayer de replanter des boutures, et en fait, ça marche. Là, j'ai vu, il y a Laurent Balesta qui a fait un post, c'était hier soir, hein, où ils sont super contents des résultats d'une étude qui a été faite et ça prend. Mais voilà, ça a été commencé il y a 5 ou 6 ans, donc il faut du temps. Et pendant cette période, en fait, quand vous bouturez, que vous replantez des posidonies, ben, que ce soit des austères ou des herbiers, on sera peut-être amené à le faire aux Antilles aussi, de replanter des herbiers. Il faut préserver ces endroits et laisser le temps aux plantes de pousser. Voilà. Et donc, quand je vous parlais, alors très rapidement, de fruits et de fleurs, là, je vous ai mis pour la posidonie. Donc, oui, ça fleurit, ça fait des fruits, ça fait des graines. Et ces graines sont entraînées voilà, par les courants, par les vagues et vont aller se semer et donner naissance à de nouvelles plantes. Et puis, vous avez par le biais des rhizomes aussi une multiplication qui est possible. Je vais passer rapidement là sur l'écologie de la posidonie parce qu'on n'en a pas, mais juste pour vous montrer l'importance des herbiers. Je vous disais tout à l'heure que c'est une véritable nurserie, c'est un lieu d'habitat. Si vous regardez, et c'est vrai pour l'herbier aussi en Martinique. Alors, les herbiers qu'on a au pays, ben, les feuilles sont un petit peu moins hautes, mais néanmoins, vous allez trouver beaucoup de choses. Là, je vous ai mis un exemple. Vous avez une ponte de mollusques. Là, ce sont des petites sèches, en fait, qui sont à l'abri. Et puis, vous avez aussi plein de vies fixées. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la vie fixée sur la photo de droite. Vous verrez ça dans les semaines qui viennent. Là, un exemple de zoster, donc qui ressemble aussi énormément aux posidonies. Et puis là, le fameux herbier herbe à tortue qu'on trouve en Martinique. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous allez sur le site de l'Observatoire de l'eau et celui du Parc naturel marin, vous trouverez toutes les informations sur les 7 espèces d'herbiers en Martinique. Et puis là aussi, quelques photos rapidement. Voilà, je passe parce que j'avais pas vu que le temps courait très vite. Donc voilà, vous allez trouver des poissons qui vont se nourrir et donc voilà, énormément de vie dans l'herbier. Donc voilà pour. Alors je sais que vous qui êtes là, qui faites de la bio, vous avez déjà l'habitude en fait quand vous faites des paliers dans l'herbier ou parfois il nous arrive sur un site de pas forcément trouver le site et se retrouver dans l'herbier et souvent les plongeurs disent ah bah zut, j'ai rien fait de ma plongée, je me suis ennuyée, on était dans l'herbier, il n'y a rien à voir. Vous qui faites de la bio, je sais que vous regardez déjà et puis les encadrants, il y en a parmi vous. Euh, voilà, sensibiliser vos plongeurs en disant voilà, là on va peut-être faire 5-10 minutes de palier dans l'herbier, mais profitez-en pour regarder ou montrer des choses à vos plongeurs parce qu'il y a énormément de vie. Et quand vous commencez à bien regarder, à ouvrir les yeux, à soulever délicatement les feuilles, vous allez voir plein de choses. Donc finalement, même quand on se perd dans l'herbier, on ne s'ennuie pas. Et donc, voilà, je vous ai fait un petit survol des plantes marines et des algues. Comme je vous disais, tout est chamboulé. Et depuis 5-6 ans, Claude, tout à l'heure, tu me demandais où est-ce qu'on met les bactéries? Est-ce que c'est des végétaux? Est-ce que c'est des animaux? Les champignons, est-ce que c'est des végétaux? Est-ce que c'est des animaux? Eh bien, en fait, ce qui est algues, rien que la partie algues, je ne prends pas les plantes marines, je ne prends pas les cyanobactéries. Tout ce qu'on mettait dans la catégorie algues jusqu'à maintenant se trouve maintenant réparti en 11 groupes différents Wow. de caryotes. Et 11 groupes qui appartiennent non plus à un seul règne. On avait règne végétal, règne animal, règne minéral, mais on se retrouve maintenant en 2024 avec 7 règnes différents. Et vous avez en plus, on les met aussi dans un groupe, ce qu'on appelle les eubactéries. Donc, alors en fait, dans les eubactéries, vous avez les bactéries dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont les prokaryotes qui n'ont pas de noyau.
Et comme a dit Claude, elles n'ont pas d'ADN. Et puis, vous avez les zooxanthelles qui sont des unicellulaires, certaines algues planctoniques qui sont des unicellulaires aussi, mais avec noyaux qui sont des eucaryotes et on ne sait pas où les mettre. Et donc, il y a un groupe qui a été créé qui s'appelle les eubactéries. Et à l'heure actuelle, les chercheurs sont en train de, petit à petit, de mettre ces zooxanthelles dans les eubactéries. Donc, c'est à suivre. Alors, vous inquiétez pas hein, pour le PB1. Euh, on va pas vous embêter avec tout ça, mais je me suis dit, voilà, vous êtes là, vous êtes passionné, vous avez envie d'en savoir plus. Donc, du coup, j'en profite pour vous donner un petit peu des billes, attiser un peu votre curiosité. Et puis, après, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez chercher. On aura l'occasion d'en parler tous ensemble quand on se verra en vrai. Et donc, du coup, avec cette nouvelle classification, c'est tous les caractères traditionnellement associés à l'idée de végétal qui sont revisités. Jusqu'à il y a quelques années, quand on vous disait, voilà, c'est quoi un végétal? C'est un organisme photosynthétique. Voilà, il a des chloroplastes, il fait la photosynthèse. Ses parois cellulaires, c'est de la cellulose. La cellulose, c'est à base de glucose. Et puis, c'est immobile. Ça bouge pas. Voilà. Donc, si ça remplit les trois conditions, on a un végétal. Alors déjà, vous savez, pour la mobilité, c'est pas vrai parce que vous avez des animaux qui sont fixés. Et on va en voir plein là dans les semaines qui viennent. Et c'est pas parce que c'est fixé que c'est un végétal. Ça peut être un animal. Et puis ce qu'on observe, et je finirai peut-être là-dessus, en fait, c'est un petit peu un clin d'œil. Voilà, je vous montre un exemple d'une microalgue. Alors ça aussi, vous les verrez pas. C'est voilà, ça fait partie du plancton. On la trouve dans les mers tropicales. Elle vit à la fois sur le fond, sur le benthos, mais aussi en pleine eau. Et elle est ce qu'on appelle mixotrophe. Ça veut dire que non seulement elle fait de la photosynthèse, mais elle ingère aussi des bactéries et des unicellulaires plus petits qu'elle. Et pourtant, c'est une algue. Donc, une algue, mais son mode de nutrition, voilà, photosynthèse, donc ça va être la, son premier mode de nutrition. Mais si elle tombe sur des proies unicellulaires qui lui conviennent, elle va les phagocyter, donc elle va juste les glouper. Et puis, elle prend aussi de la matière organique morte. Donc, elle ne fait pas que produire de la matière organique. Donc, c'est pas une productrice, c'est pas de la production endogène, mais elle prend aussi de la matière organique exogène extérieure. Et pourtant, c'est une algue, un végétal. Euh, la cellulose, vous allez trouver ça surtout c'est chez les algues rouges, mais voilà, il n'y a pas que de la cellulose aussi. Donc ça, on pourra toujours en parler. Donc c'est pas parce que il y a autre chose que de la cellulose que ça n'est pas une algue. Donc toutes les algues ne sont pas constituées que de cellulose. Et puis je vous parlais de la mobilité. Et ça aussi, en fait, ça m'a beaucoup amusé. En fait, c'est une collègue chercheuse du laboratoire de Roscoff qui travaille sur les bolidomonas. Donc, c'est des espèces d'algues qu'on trive. Alors, ça va vous faire rire le nom, forcément, bolido comme bolide. Il y a plusieurs espèces. Il y en a en Méditerranée, il y en a dans le Pacifique. Et ce sont des unicellulaires photosynthétiques. Alors, pour le coup, c'est que de la photosynthèse. Donc, c'est la première caractéristique des végétaux. Ils sont minuscules, 1 à 2 micromètres. Donc, même au microscope, il faut les voir. Et ils se déplacent à des vitesses de 1 mm par seconde. Donc, ça fait presque 4 mètres par heure. On va dire, c'est pas beaucoup 4 mètres à l'heure. Mais pour un petit machin qui fait 1 micron, c'est énorme. Et donc, voilà. Et il y a plein d'autres exemples comme ça de végétaux marins qui sont capables de se déplacer. Et Et moi, je vous dis, il se déplace grâce à quoi? À son flagelle, là? oui, c'est ça, grâce aux flagelles. Ah ouais. Et voilà, c'est proche des diatomées, mais ça n'en est pas parce que ça n'a pas d'enveloppe de silice. Et en fait, voilà, on ne sait pas trop où les mettre, quoi. Donc, ça répond aux critères végétal,
mais en même temps, Oui. c'est pas un végétal parce que ça se déplace. Donc voilà. Donc si je vous montre ça, et puis là, c'en est un autre aussi qui a été décrit en 2000, qui fait 2 millimètres. Et alors lui, il est assez rigolo parce que voilà, vous avez voilà, c'est là qu'il y a les chloroplastes dans le rond, quoi, dans la cellule. Et puis il a une espèce qu'on pourrait appeler un petit flagelle qui lui sert de gouvernail. Donc en fait, il s'oriente en bougeant voilà alors ça s'appelle un ondulipodium, donc podium pour le pied, donc c'est voilà, c'est son petit gouvernail. Et puis là, il en a un qui est très long avec plein de petits filaments et ça lui sert de moteur. Donc, il agite ça, il y a tous ces petits filaments qui gigotent et puis il se déplace. Et en même temps, bah, c'est plutôt un végétal par ses caractéristiques, mais ça se déplace. Et voilà, il y a plein d'autres exemples. Donc, il y a celui-ci aussi qui fait partie du phytoplancton. Et vous voyez sur les photos, alors au début, ben, on les voyait que comme la photo de gauche, au microscope optique à fort grossissement. Et puis quand on a commencé à faire du microscope électronique à balayage, on a des images qui sont plus presque en 3 dimensions, on pourrait dire. On s'est rendu compte qu'il y a un flagelle. Et en fait, dans les lames minces, ça se déplace aussi dans les préparations. Donc on pensait que ça se déplaçait par les courants marins, par les vagues, mais ce sont des organismes qui sont capables de micro-déplacements. Et vous voyez, là, j'ai mis la source de l'article 2004, donc ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait 20. Et donc, lui, non seulement il peut avancer, mais il peut tourner aussi comme une toupie. Donc voilà. Alors, et selon les espèces, voilà, il y a différents types de mouvements. Alors, il me reste 3 minutes. Alors, si, il y a aussi celui-ci aussi qui était assez rigolo que j'ai trouvé dans un article de 2005. Donc, là aussi, ce sont des algues unicellulaires qui forment des filaments, des colonies filamenteuses. Et là, je vous ai montré, en fait, c'est fait dans des photos faites en laboratoire dans un aquarium. Et là aussi, vous voyez, sur 6 heures, il y a un déplacement en fait de vos filaments vers la source lumineuse. Donc tout le monde se regroupe et se déplace pour être au plus proche de la source lumineuse. Donc voilà. Et là, vous avez un zoom en fait de cette algue, comment elle est constituée. Donc là aussi, en fait, on pensait que c'était une algue macroscopique, mais en fait qui est constituée de plusieurs, on pourrait dire presque individus. Donc, est-ce que c'est un végétal? Est-ce que c'est un animal? En fait, oui, c'est une espèce de comportement entre les deux. D'où, alors, voilà, dans l'arbre vivant, alors je passe, mais juste pour vous montrer, et alors c'est juste, je vous le montre rapidement, paniquez pas en voyant ça, mais voilà, Mhm. ce que je vous ai mis à l'heure actuelle, l'arbre qui commence à être proposé un peu partout, tout ce que je vous ai mis en vert, en fait, c'est là où il y a des algues. Donc, vous voyez, c'est complètement explosé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va les trouver dans 7 groupes complètement exposés. Et Claude, tout à l'heure, tu demandais les champignons. Bah, les fongies sont là, tout en bas. Et ils sont très proches des métazoaires, les animaux, dont l'homme, dont nous. Donc, finalement, on est très proche des champignons. Mhm. Et, et c'est vrai que, bah, je ne sais pas si parmi vous, il y a des végétariens, mais c'est vrai que bah, on dit que dans les champignons, vous avez des protéines qui remplacent parfaitement les protéines animales. Et en fait, les champignons sont très proches de nous. Donc, au niveau des protéines, elles sont très assimilables. Donc, vous voyez, de la division du classement qu'on avait végétal, animal et je sais pas vous, mais moi c'est jusqu'à il y a une dizaine d'années que j'avais cette classification. Bah, on se retrouve maintenant avec quelque chose qui est complètement explosé. Alors ça va couper, j'arrête vite le partage pour sauvegarder. Je mets fin, si vous voulez, pour se dire au revoir, on se reconnecte. Je mets fin pour sauvegarder l'enregistrement et on se reconnecte.